Chapitre 12. Dans les tout premiers temps de l'automne, Bobby s'en alla à Fra-Joséphine. On avait déjà vu passer plusieurs fois au large des champs la harde des biches et des faons, et le cerf ne venait plus que rarement à la Jourdaine. On avait dit qu'ils avaient des quartiers dans les terres laissées incultes d'oncle Sylve. Ça semblait tout à fait possible en raison des fontaines et de l'herbe grasse, mais ça surprenait par un côté, car la forêt grémonne était plus ombreuse, plus mystérieuse, et Bobby disait que les cerfs aimaient le mystère plus que l'herbe. Après avoir dépassé 2 ressauts de terre, on voyait Fra-Joséphine. À cette saison, c'était une grosse chose humaine avec de hautes frondaisons de verdure, hautes, larges, rondes, retombantes, chargées de feuilles épaisses dans lesquelles les vents froids de la nuit avaient à peine taillé de minces éclaircies. La maison était entourée de vieux sycomores laissés libres de tout temps. Ils étaient d'une santé et d'un orgueil magnifiques. Les troncs bosselés de muscles roux s'élançaient vers le ciel avec tant de puissance qu'ils soulevaient la terre dans leurs racines. Au couvert des arbres, l'ombre entretenait une herbe épaisse, sous laquelle suintaient les débords d'une large fontaine. La maison semblait morte. On entendait le vent qui soufflait dans la lucarne du nord. On dirait qu'elles n'y sont pas. C'était l'heure en effet où Aurore, montant le jeune cheval roux, s'en allait dans la forêt. Elle avait fait ça tout l'été, c'était devenu une habitude. Elle fuyait la compagnie de tous, elle ne parlait à personne. Si on criait « Aurore, venez !» elle pressait le cheval avec ses petits talons durs, et elle s'en allait en faisant semblant d'être sourde. Elle paraissait n'avoir plus confiance dans cette vitesse humaine qu'elle portait dans son corps en même temps que le sang et qui l'emportait loin de tout, même quand elle était immobile. Elle était devenue insaisissable et dure, comme un galet. Parfois, quand elle passait près de vous, qu'on ne l'appelait pas, qu'on la regardait et qu'elle s'en allait droit devant elle, on voyait vite éteint, sous la paupière, un long regard triste, comme les herbes de juillet. Bobby monta les escaliers de la terrasse, les pas ne faisaient pas de bruit sur les pierres couvertes de mousse. Les portes-fenêtres étaient fermées, il s'approcha pour regarder à travers les vitres, tout semblait en ordre dedans. C'était un grand salon habité par des meubles. Bobby fit le tour de la maison, partout le silence. Du côté du sud, la lucarne du grenier était bouchée par un sac bourré de paille, mais la fenêtre du grand couloir du premier étage était ouverte, et là-haut, dedans, le vent secouait doucement les portes des chambres. Il était 4 heures de l'après-midi. « Je vais aller voir le fermier », se dit Bobby. Ce fermier de Fra-Joséphine, personne ne le connaissait. Celui qui était là du temps du maître était parti depuis 1 an. Il avait pris un fermage en plaine vers l'ouest. Le climat du plateau ne convenait pas à sa femme qui souffrait de sciatique. Et puis, sa plus jeune fille commençait à prendre du goitre sans qu'on puisse savoir d'où ça venait. « Paraît que les eaux y font, avait-il dit. « Nous en buvons, Aurore et moi, mon bon Adolphe. »« Alors, dit-il, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ?» Sa femme était la fille d'un boulanger de Roum. Il y en a qui essaient de se débarrasser de leur mal avec des moyens ordinaires. Il y en a d'autres qui attendent le soigneur de lépreux, ça dépend des personnalités. Cette femme disait toujours « Qu'est-ce qu'on fait ici ?»« On travaille, disait Adolphe. On peut travailler partout, disait-elle. Regarde dans les plaines, c'est plus facile. Tu buterais 100 plants d'artichauts et on en aurait. Tu ferais des petits pois de mai, enfin, tout ce que tu veux, et on serait dans un pays plus facile, car... » Elle lui disait ça quand il revenait du travail et qu'elle l'attendait sur la porte, car, oui, il n'y avait qu'à regarder. Là où on irait, ça ne pourrait être qu'un pays plus facile. « Les choses, disait Adolphe, sont en état, on ne peut pas dire, malgré que ça ne soit pas gai, mais elles sont en état, rends-toi compte. » Il disait tout ça très lentement, en redressant ses reins. Et puis ça me ferait peine de laisser Madame Hélène et la demoiselle. « Qui te dit de les laisser ?» disait-elle. « Et puis, elles sont grandes, pas vrai? Tu te fais toujours du mauvais sang pour des gens qui ne s'en font pas pour toi. »« Selon sur qui elles tomberaient, dit-il. »« Alors toi, cherche quelqu'un toi-même, tu seras tranquille comme ça. Tu sauras sur qui elles seront tombées, car si tu te faisais pour nous la moitié du souci que tu te fais pour elles,
Elle avait une pauvre petite figure grise, toute tirée d'un côté par la grimace que le mal continuel de son épaule lui faisait faire. Elle appelait « Catherine !» La petite fille arrivait. Le goitre augmentait tous les jours. En tout cas, il ne diminuait pas. Adolphe s'en alla chercher son remplaçant. Sur tout le plateau, on avait une grande estime pour Adolphe. Il n'avait jamais fait tort à personne, ni d'un sou, ni d'un mot, ni d'un geste. Il ne passait avant son tour nulle part. Sa liberté ne touchait jamais la liberté des autres. On eut confiance en lui, on ne pouvait pas avoir de curiosité pour l'homme qui l'avait amené. C'était sûrement un homme. On le vit seulement de loin dans les champs, tantôt dans le pré, tantôt dans les pommes de terre, tantôt dans le blé ou l'avoine grelette. On lui criait « Salut !» Il se redressait, il criait « Salut !» Rien que sur le crédit d'Adolphe, qui était déjà parti depuis 6 mois, on lui prêta 1500 kilos de sésame. Jourdan, 600, Jacou, 900. On avait seulement appris qu'il était seul, qu'il se faisait tout en plus du travail, sa cuisine, son ménage et tout, sauf le lavage du linge qui allait avec celui des dames sous les mains de la vieille cornute. Au début, on avait seulement demandé « Vous êtes contente, Madame Hélène ?» « Je regrette Adolphe, dit-elle, mais je suis très contente. » Alors, bon. La maison de ferme était à 200 mètres du château, au clair des champs. C'était un long bâtiment presque aveugle avec 2 petites fenêtres et une porte basse. Du seuil, on pouvait surveiller toutes les terres appartenantes. Pour le moment, c'était une étole, la jachère d'un champ de pommes de terre, un pré de regain et 7 alignés de vignes où le ramassage était déjà fait. La porte était ouverte. « On peut entrer ?» demanda Bobby. « Oui. »« Salut. Vous ne savez pas où sont les dames ?»« Salut. Je ne sais pas. » L'homme était assis carrément devant sa table à manger. Il jouait avec son couteau ouvert, mais il était en train de lire dans un livre. Ils se regardèrent un moment tous les deux. « Vous êtes celui de la Jourdane ?» dit l'homme. « Oui. On m'a dit que les cerfs sont sur la terre de Sylve, alors j'allais voir. »« Je savais, dit l'homme, que nous nous rencontrerions un jour. » Il ferma son livre, il fit face. « Je n'ai pas cherché, dit-il. Asseyez-vous. » C'était un homme ayant fini sa jeunesse. Blond, maigre et racorni, il avait des muscles longs, pas de graisse, des poils décolorés par le soleil, ses mains fines mais tannées, ses poignets minces mais forts, ses épaules larges mais creusées d'un trou bleu sous l'os fêtier disaient son entêtement au travail et son courage. « Alors, dit l'homme, c'est toi qui donnes le bonheur. »« Je ne me fais pas plus fort que les autres, dit Bobby. J'essaie d'être raisonnable. »« J'ai tout regardé et tout écouté, dit l'homme. Je sais ce que tu fais. J'ai vu passer tes bestioles avant-hier. La petite biche a 3 fans, une autre en a 2. L'autre biche est morte, je l'ai enterrée, elle sentait mauvais dans les herbes. »« Morte de quoi ? » ?»« De la mort, autant qu'on peut dire. »« Tu es paysan ? » ?»« Drôle de demande, dit l'homme. Si je ne l'étais pas, les autres s'en apercevraient vite. Les champs sont là, regarde-les. »« Tu lisais ? » ?»« Je lis. »« Tu vis seul ? » ?»« Oui. » « Quand je suis arrivé, dit Bobby, ils étaient à bout de force. »« Il y a longtemps que tu es ici ? » ?»« 3 ans. Oh, le temps n'y fait rien. »« Il fatigue. Il aide aussi. Je veux dire que ça n'est pas une question de temps ou de pays, c'est une question sociale. Je parle de la tristesse. J'en parle aussi. Je suis un acheteur d'espérance comme tout le monde. J'essaie de leur donner de la joie. J'essaie aussi. Alors ? Explique-toi. Non, dit l'homme. Toi, tu as commencé l'expérience. Moi, pas encore. À toi de dire. J'ai vu beaucoup d'hommes malheureux. C'est une chose facile dans ce monde. Depuis que je suis sur les routes, dans les villages, sur les pays, j'en ai vu. Tu es quoi ? Acrobate ? Je m'en doutais. À quoi ?
Je n'avais pas dit juste acrobate en parlant avec mademoiselle Aurore, j'avais dit poète, un poète. D'accord, vas-y. Je me comparais, je me disais, toi tu es heureux. Je me disais, oui. Je me demandais pourquoi. Je ne savais ni répondre ni savoir au juste. Si tu te disais heureux, tu ne l'étais déjà plus. Ça ne se sait pas. Je ne l'étais déjà plus, justement, dit Bobby. Le malheur des autres m'empêchait. Dommage, dit l'homme. Et après un silence, dommage que des hommes comme toi se trompent. Pourtant, des fois, le soir, seul, au bord des routes, assis à côté de mon petit sac, regardant venir la nuit, regardant s'en aller le petit vent dans la poussière, sentant l'herbe, écoutant le bruit des forêts, j'avais parfois presque le temps de voir mon bonheur. C'était comme le saut de la puce. Elle est là. Hop, elle est partie. Mais j'étais heureux et libre. La liberté n'existe pas. Libre d'aller où je voulais. Pas libre de ne pas sentir l'herbe, ni de ne pas entendre le bruit de la forêt. Mais ça me plaisait. Mais ça entrait dans ton corps, tu comprends, dans ta tête. Tu n'étais plus toi. Mais toi plus la forêt, plus l'herbe, plus tout le reste. Donc pas libre. Une pierre même n'est pas libre. La pierre à feu n'est pas libre. C'est dur pourtant. On va savoir si c'est tant imperméable que ça. Là n'est pas la question. Vas-y, mais ne parle pas de liberté. Le monde est une nourriture. C'est possible. Ce qui est sûr, c'est que c'est un endroit où on travaille. Je pense autrement, à ton aise, mais la vérité est la vérité. Elle se voit comme le nez au milieu de la figure. As-tu le temps ? Alors dis-moi ce que tu penses. Écoute ce qui m'est arrivé une fois, dit Bobby. Je n'aime pas les histoires, dit l'homme. Si on veut trouver la solution, il faut travailler avec le moins de mots possible. Mais celle-là est courte et elle fait gagner du temps. Dans la montagne, un jour, je suis arrivé près de la maison où je suis né. Je suis entré chez un de mes amis. Il était vieux, paralysé, dans son lit, nourri de lait, incapable de bouger, soigné par sa fille, seul. J'entre, je le vois, je reste un moment, je me dis, il serait mieux mort. Oui. Souhait. Ou bien tu l'aurais tué ? Seulement souhait, reconnut l'homme. Il serait mieux mort. Sa fille était là, à un moment, il nous regarda, il essaya, il fit bouger son œil, un signe. Alors je la vis, elle alla chercher la pipe, elle la bourra de tabac, elle l'alluma, la mettant à sa bouche à elle, et tirant. Une fois bien allumée, elle la lui donna. Il se mit à pomper, tout doucement, il ferma les yeux, et sa fille me dit « Viens, sortons, ça il l'aime. » La fin du monde. Une seule joie et le monde vaut encore la peine. Tu ne réponds pas. Tu me troubles. Une seule joie et nous avons patience. Tu m'as touché dans un endroit très enfoncé dans moi et où je défends qu'on me touche. Les joies du monde sont notre seule nourriture. La dernière petite goutte nous fait encore vivre. Tais-toi. Il me semble que je vais me réveiller avec une faim terrible. L'homme resta un moment immobile à regarder droit devant lui. Je l'ai toujours pensé, dit-il, comme se parlant à lui-même. Il nous faudra des poètes. Un homme comme toi peut réveiller le grand appétit de tous. Tu m'as touché dans un endroit que chaque jour je couvre de terre. Je l'ai senti tout vivant en bas, dessous à ton appel, comme l'eau à la baguette du sourcier. Tu sais que j'ai besoin de joie. Tu sais que personne ne peut vivre sans joie. La vie, c'est la joie. Ce qui est grave, c'est que tu as raison. Mais ce qui est grave, c'est que ta joie n'est pas solide. Elle est basée sur la simplicité, sur la pureté, sur l'ordinaire du monde. Elle est animale. Nous sommes des animaux. Oui, des animaux tragiques. Nous faisons des outils. Redevenons. Devenir, c'est en avant, jamais en arrière. Est-ce pour cela que l'eau aboie dans toutes les vallées, que le vent balance les forêts, que les herbes sont souples et que, sans jamais s'arrêter, les nuages blancs traversent le ciel comme des bateaux ? Je suis pour le pouvoir des hommes. Le vent de la nuit a passé sur des collines de verveine.
Cet air parfumé ce matin, c'est ton cheval, c'est ton chien, ta chèvre et le petit serpent fou qui le boivent et en profitent. Toi, resteras-tu tout le temps fermé sur toi-même avec tes pauvres outils tortueurs et mordeurs, tes limes, tes scies, tes rabots et tes bêches, tes mâchoires de fer, tes dents de fer, tes écobuages dont tu ne peux plus arrêter le feu, comme celui qui s'imaginait porter la lampe et puis s'est enflammé la barbe, la moustache, les sourcils, les cheveux et reste ivre et aveugle au milieu de la joie et n'a plus que le désir de secouer ses mains où la flamme est collée. Cesse de profiter de ton avantage de poète, ne me couvre plus d'images. Ne jette plus sur moi toutes ces images qui me lèchent avec leur langue. Ne me parle plus de là-haut où ta voix fait écho avec les étoiles. Je t'ai dit qu'il fallait peu de mots. N'en dis pas tant, dis-les juste. Et toi-même? Oui, je me laisse prendre, tu vois. Pourtant, je me suis discipliné à cette idée. Dans la discussion, je veux le moins de mots possible, mais la poésie est une force de commencement, et une grande force. La dynamite qui soulève et arrache le rocher. Après, il faut venir avec de petites massettes et taper avec patience au même endroit. Ainsi on fait de la pierre à construire. Tu m'expliques de grandes choses. Nous nous expliquons l'un à l'autre. Tu es savant? Non, j'aime. Quoi? Ce que je n'ai pas. Et quoi? Ce qu'on a quelquefois et qui ne demeure pas. Quoi? Ce que tu cherches, la joie. Ne demande pas tout le temps. Quand je ne dis pas, c'est que je ne veux pas dire. Est-il besoin de dire? Tout le monde la cherche. Et l'important, c'est de la garder, de la trouver. Je l'ai trouvée. Où? Autour de nous, aussi inépuisable que l'air. L'important, c'est de redevenir les blondasses vagabonds du monde. Je suis contre le pouvoir des hommes. Nous en sommes enfin arrivés au moment où tu vas parler. Eh, mon vieux, nous nous croyons les anges de l'univers et nous sommes à peine comme les pucerons. Je crois que si, au lieu de batailler, nous nous laissons faire, alors ça va. Nous laisser faire? Nous, des hommes? Tu rigoles? Oui, je rigole de toi. Tu appelles « Joie, joie, joie », elle vient, alors tu lui dis « Si vous croyez, madame, que je vais me laisser faire ?» Parlons comme des hommes qui connaissent la valeur de la tristesse. Pas la valeur, mais la raison de la tristesse. Nous ne faisons rien d'humain. Je vois la chose sur le plan social, dit l'homme. J'ai dit qu'il nous faudra des poètes, mais je dis aussi que de temps en temps, nous serons obligés de leur foutre des coups de pied au cul. Je suis arrivé ici en pleine nuit. J'ai vu un type qui labourait. Je me suis pensé, alors, ça ne va pas mieux. Le type m'a donné du tabac, on a fumé, je me suis mis à parler, je disais n'importe quoi, j'avais seulement envie que ça le soulage. À la fin, il m'a demandé « Tu n'as jamais soigné des lépreux ?» Nous voulons justement qu'il n'y en ait plus de ces lépreux. Je t'assure que ça te fait quelque chose quand un homme se confie à toi pour que tu le soignes. Ils m'ont reçu comme le bon Dieu. Tu vas faire rétrécir leur champ. Oui, et ils ne travailleront plus que doucement pour leur plaisir. Je sais, c'est bien ce que je pense. Le travail est devenu une puante saloperie. C'est comme si on l'avait crevé lui d'abord pour nous faire crever nous après, en nous laissant bouffer. Pourtant c'est lui le beau vagabond aux cheveux couleur de queue de vache. Ce que tu fais n'est pas bête. Tu ne peux plus te servir du travail, il est pourri, il n'est plus dans l'idéal. Tu me comprends ? Je veux dire qu'il n'est plus dans les belles choses. Alors tu tires des gens loin de ça. Ça n'est pas bête. Dire qu'on l'a tellement sali ce travail que tu es obligé de le rejeter et de revenir en arrière. Je suis un dans ces 100 millions de mendiants qui courent entre les gerbiers de blé. S'il n'y avait pas de souffrance, tu aurais raison. Ça va être la mort des faibles et la souffrance existe. Nous ne sommes pas des saints, si. Des saints de la charpente, du labour et de la forge, les saints du pouvoir des hommes. Tu te sers des mots du poète parce que je voudrais t'amener à ma raison. Tu veux vivre sur la vieille terre, je veux vivre sur la terre nouvelle. La terre, c'est faite et t'as fait. Je la mettrai à mon usage. Tu te crois bien intelligent. La terre a tout fait, sauf les hybrides. Je pensais à ça dans ma vigne. Sous les hybrides, tu boirais de l'eau, tu bois du vin. Qui fait les hybrides? L'homme. Voilà le saint laboureur. Oui.
Et regarde comme la joie monte, bientôt il n'y aura plus de faibles. Tu as trouvé le secret du sang? Non, mais j'ai trouvé ce que tu cherches, j'ai trouvé le secret de la joie. Tout fait silence. Dis-le vite, nous écoutons. Je vois des champs immenses qui, tout d'un trait, d'un bord à l'autre, apaisent les plaines et les collines comme l'huile sur la mer aplanit les vagues. Des sillons joints, bord à bord, comme si j'avais enroulé sous la terre dans ma veste de velours, on ne dira plus ni mes arbres, ni mon champ, ni mon blé, ni mon cheval, ni mon avoine, ni ma maison, on dira notre. On fera que la terre soit à l'homme, et non plus à Jean, Pierre, Jacques ou Paul. Plus de barrières, plus de haies, plus de talus. Celui qui enfoncera le soc à l'aube s'en ira droit devant lui à travers les aubes et les soirs avant d'arriver au bout de son sillon. Ce sillon ne sera que le commencement d'un autre. Jean à côté de Pierre, Pierre à côté de Jean, Jacques à côté de Paul, Paul à côté de Jean, tous ensemble, chevaux, charrues, jambes, bras, épaules, en avant, tous ensemble pour tous, le travail, la joie, la générosité qui zigouille toute la saloperie de morale, voilà comment ça sera installé sur la terre. Écoute, non, ne dis rien. Non, ne parle pas, non, je ne te laisserai plus ouvrir la bouche. Écoute, une petite chose à côté des grandes, une petite chose qui est comme la truie des grandes, la truie avec 10 mamelles en pain de sucre. Écoute, voilà, la fleur, tu vois la fleur des arbres fruitiers. Tu la vois? Tu vois comme c'est léger et frais et délicat et sensible et fait et tué par un froid ou une grêle, tu vois? À cause de cette faiblesse, la terre, notre monde, le monde où nous sommes, a de grandes plaques de désert. Soit le sable, soit la neige, soit le froid, soit les orages, soit qui sait ce que des gens comme toi appellent la malédiction de la terre et que moi j'appelle l'ignorance de la terre et de la plante, soit donc des étendues de pierres, de silex et de poussière d'albâtre, tout ça sous le soleil. Tu continues à voir? Bon. Je parle, oui, je parle. Il faut que je parle. Il faut que je te parle à toi, que je te parle comme tu dis avec les mots des poètes. Sans habitude, ça n'y fait rien. Je te parle à toi parce que j'ai de l'estime pour toi. Nous ne parlerons pas toujours. Un jour nous parlerons de tout ça à coups de poing dans la gueule. Nous contre les autres. Nous contre ceux qui, maintenant, nous raclent notre joie sur la peau, nous la paient avec des sous de carton, et tu seras avec nous. Écoute, la fleur fruitière, tu sais comment ça marche. Elle se fait l'amour elle-même. Elle s'appauvrit, elle se diminue, elle s'affaiblit, elle se courbe comme tout, comme le monde, comme la loi du monde, comme une pierre que tu jettes. Elle monte plus haut, puis elle tombe. Maintenant elle est faible, la fleur, le froid, l'orage, la sécheresse, et elle est morte. De là sur la terre des plaques de désert. De là, dans les hommes, des grands déserts d'hommes qui n'ont jamais mangé des pêches, des poires, des melons, des pastèques, des prunes, des pommes. Comprends bien, je ne sais pas si ce que je vais te dire est vrai. Je pense aux hybrides. On vient à cette fleur, on intervient. Comprends bien ce mot. Tu as dit redevenir, je dis devenir, on intervient. Cette fleur, on ne lui laisse plus se faire l'amour toute seule. Sur une fleur sauvageonne mère, tu portes la semence mâle d'une de ces fleurs faibles mais bien fruitières. J'invente, mais de là on va ailleurs. Enfin, imagine, j'ai fait des hybrides, je pense encore en faire. Si ce n'est pas ce moyen, ça en est un autre. On cherchera, on fera des fleurs qui résisteront à tout. Nous donnerons à la fleur notre obstination et notre désir. Tu la vois, la nouvelle terre toute couverte du verger du nord, du fond, du sud. Là où était le sable, verger. Là où était la neige, verger. Là où était la poussière d'albâtre, verger. La montagne crèvera de sources, verger. L'arbre acclimaté partout, dirigé, fait à notre désir, verger, verger sur toute la terre, verger pour tous. Il se dressa. Il s'agissait surtout de savoir, dit-il, que nous sommes opposés. Nous nous rapprocherons, ou bien, il fit un geste de bouleversement, tu éclateras comme une étoile perdue. C'est une chose ordinaire, il faut penser à la grande masse des travailleurs, imagine-toi. C'est à devenir fou quand on pense que nous sommes des millions et avec des bras
terrible, une force. Il siffla entre ses lèvres. Sûrement il devait voir devant lui le monde de son rêve, car il restait debout et sans bouger, avec son visage de moine et son corps bourré de muscles. Bobby se dressa. L'homme lui tendit la main. « Content de t'avoir connu. » Il accompagna Bobby jusqu'à la porte. Dehors, c'était maintenant la nuit.